Bonjour Sylvain, nous nous sommes rencontrés il y a quelques mois pour la première fois lors d'une réunion informelle entre professionnels des interactions hommes-machines organisée par Franck Millet d'Orange Communication. Et puis je crois que nous nous sommes revus encore une fois à une de ces réunions durant laquelle tu nous as présenté ton travail de usability specialist chez Logitech. J'ai l'impression que tu dois être un des rares professionnels des interactions hommes-machines à travailler en Suisse pour un fabricant de produits grand public. J'ai l'impression que souvent les usability specialists que j'ai rencontrés se concentrent dans des secteurs plutôt liés au service. Donc je suis impatient de t'entendre. Bon, usability specialist, j'ai dit tout à l'heure, en quoi est-ce que ça consiste réellement au quotidien, ton rôle, ta mission? Eh bien, bonjour Pascal. Au sein de Logitech, je travaille sur deux domaines bien particuliers. Le premier, c'est l'ergonomie physique des claviers et des souris. Donc la forme que va prendre une souris, le bouton, son épaisseur, etc. Puis le deuxième aspect, qui est peut-être plus important, c'est l'aspect ergonomie cognitive, donc plus celle des interfaces et des fonctions qui vont avec. Donc on a besoin d'une nouvelle fonction pour tel clavier. Quel aspect physique elle va le prendre? Est-ce que ça va être un roller? Est-ce que ça va être des boutons? Où est-ce qu'on va les placer? Et quelles sont les fonctions au niveau software qu'on va pouvoir y attacher pour la diriger? Donc, je travaille dans le département clavier-souris. Depuis quelques mois, je me concentre que sur les claviers parce qu'il y a une demande au niveau ergonomique qui est beaucoup plus forte. Et ça concerne donc aussi bien le hardware, mais aussi le software et le firmware. Le firmware qui est ce qu'on appelle en français le software embarqué. Donc le petit logiciel très très léger qu'on met dans les microprocesseurs, dans les claviers, dans les souris. Donc là aussi, il y a des commandes particulières sur lesquelles j'interviens. Et j'oubliais l'aspect qu'on appelle encore en anglais chez nous out of the box. Donc j'achète un clavier Logitech, je l'ouvre, qu'est-ce que je vois? Est-ce que je comprends comment faut installer le produit? Comment est dessiné, comment est designé le guide d'installation qu'on appelle Quick Start Guide? Et donc je suis responsable aussi de tout cet aspect out of the box. Donc c'est pour résumer tout l'aspect user experience pour un desktop Logitech, donc une combinaison clavier-souris. Du moment où je l'achète jusqu'à 1 à 2 ans après l'avoir utilisé, tout l'aspect ergonomique du produit. Et cette fonction de usability specialist que tu as, elle est rattachée à quel service ou quel département en fait chez Logitech? Product marketing, c'est-à-dire que c'est une bonne question. On pourrait croire que c'est une position qui est rattachée au niveau engineering, mais pas du tout. Donc je participe à la définition des produits un stade qu'on appelle strategic front-end, donc c'est au niveau recherche et développement. Là, je commence à mettre mon nez dedans et puis à suggérer des changements, des améliorations. Puis au niveau marketing, évidemment, les produits, par exemple, qu'on va sortir l'année prochaine ou dans 2 ans, à quoi ils vont ressembler. Puis là, je commence déjà à y réfléchir. Donc, c'est pas simplement l'aspect, une fois qu'on a pensé à la fonction, quelle forme on va lui donner, c'est d'abord quelle fonction on va rajouter, on va changer sur nos claviers. À quel stade en fait du processus est-ce que tu interviens ou est-ce que tu interviens de manière systématique sur tous les projets? Est-ce que c'est les chefs de produits qui font appel à toi quand ils en ont envie? Comment ça se passe concrètement? Bon, ça se passe bien, mais ça se passe vite, pour résumer. Des projets, il y en a beaucoup. Chez Logitech, l'an dernier, on a sorti 117 nouveaux produits. C'est énorme. Moi, je ne travaille que pour les claviers depuis quelques mois. Des claviers, on en sort, je ne sais pas exactement, mais des claviers Logitech, peut-être une dizaine cette année. Mais je travaille que sur 2, 3 produits particuliers qui sont souvent les claviers les plus sophistiqués, donc les plus chers, mais c'est eux aussi qui ont le plus de budget. C'est des claviers qui sont nouveaux,
comme par exemple le nouveau MX5000 qu'on sort juste maintenant, qui intègre un écran LCD et un touchpad. Donc là aussi, il y a beaucoup de travail d'interface à réaliser. Et je commence dès le début du projet, donc au stade recherche et développement. Je travaille avec mes collègues du marketing qui vont s'occuper de la position marketing du projet et qui ont évidemment pensé à plein d'innovations sur lesquelles moi je vais pouvoir donner des feedbacks très précis, jusqu'à même un an après que le clavier ou le produit soit sorti, pour analyser les retours au niveau hotline ou technical support, pour comprendre pourquoi les gens non satisfaits ont retourné le clavier ou s'en sont plaints, et comprendre d'où ça vient et en tenir compte dans les prochains claviers. Donc vraiment toute la ligne, mais vraiment dès le départ, c'est ça le plus important. Je pense que pour moi, l'ergonome doit participer à la conception du produit dès le départ pour faire un bon travail, et pas simplement quand l'idée a été choisie pour faire des tests et que les tests prouvent qu'il y a des changements à faire, qu'il est trop tard parce que on n'a plus le temps, on n'a plus l'argent pour les faire. Donc ça, tu réponds un peu partiellement à la question que je voulais te poser maintenant. En fait, quelles sont les activités en termes de usability engineering que tu effectues? Donc si j'ai bien compris, il y a les tests et puis il y a la partie conception aussi. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, j'en vois pas d'autres. La partie test, elle reste minime dans mon travail au quotidien. Donc c'est énormément de travail de conception d'interface, d'écriture de spécifications, qui prend beaucoup de temps, donc de guidelines aussi. Donc si on prend un exemple, on insère un petit écran LCD dans un clavier, mais il faut décrire tout le fonctionnement de cet écran, toute l'interaction avec le software. Donc c'est beaucoup d'écriture de spécifications qui ensuite vont être pris en compte par les ingénieurs, firmware, software et même hardware pour réaliser tout ça. Tu disais tout à l'heure que tu t'occupais spécifiquement des claviers et des souris. Est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui ont le même type de rôle que toi dans d'autres divisions pour d'autres types de produits chez Logitech, ou comment ça se passe? Eh bien, non, à ce que je sache, je suis le seul. D'autres projets, d'autres départements travaillent avec des studios, mais je sais que c'est relativement peu. La demande au niveau des claviers est tellement forte au niveau ergonomique qu'il était évident il y a quelques années d'avoir une personne dans la société, mais il n'y a pas de groupe de 10 spécialistes ergonomiques ou autres chez Logitech. Je suis le seul et on verra ce que l'avenir nous propose. Tu disais aussi tout à l'heure qu'en fait, le processus, si j'ai bien compris, n'était pas forcément systématique. Enfin, inclure la question de l'utilisabilité n'était pas systématique, ça dépendait un peu du budget à disposition et donc de la gamme en fait, de produits qui seraient mis en vente. Qui décide ou à quel moment est-ce qu'on décide que tel produit va être inclus dans ce processus de usability ou quel autre ne va pas y être? Est-ce que tu as ton mot à dire là-dessus ou c'est le chef de produit qui décide tout seul? Comment ça se passe? Eh bien, c'est le chef de produit marketing qui, en définissant son produit, reconnaît l'importance de l'aspect usability, parce que probablement qu'il y a des réflexions à mener, et qui fait la demande. Fait la demande à mon manager qui, quelque part, lui, m'alloue les projets. Je travaille souvent avec les mêmes chefs de produits marketing qui sont responsables souvent des produits high-end chez nous, donc haut de gamme. Là où évidemment la demande de usability est plus importante. Pour les claviers ou les souris bas de gamme, on va rien révolutionner, c'est une histoire qui fonctionne depuis des années et il n'y a vraiment rien de nouveau. Par contre, pour les hauts de gamme, il y a des innovations très importantes qu'on fait chaque année. Puis là, évidemment, le chef de produit fait une demande pour que je puisse travailler sur ce projet-là. Et moi, personnellement, quand je suis assez motivé par un nouveau produit, là, je demande à travailler dessus
ou de manière proactive, comme on dit chez nous. Je me réunis avec la personne de temps en temps pour donner mes feedbacks de manière complètement aléatoire. Voilà. Et comment tu t'y prends pour essayer de faire passer le message ou l'importance de l'utilisabilité dans l'entreprise? Est-ce que tu as besoin d'entreprendre des démarches particulières ou de faire des présentations ou je ne sais pas très bien quoi? Enfin, certains usability specialists parlent, en particulier aux États-Unis, de tout un travail d'évangélisation en fait, de leurs collègues. Comment ça se passe pour toi chez Logitech? C'est un peu la même chose parce que la usability chez Logitech, bien, elle est relativement récente. Logitech est une boîte qui a maintenant 22 ans, mais la usability, dans le sens dont on est en train de parler, elle est là que depuis quelques années, 3-5 ans. Donc moi, j'ai vraiment un rôle de promouvoir cette activité au sein de la société. Alors maintenant, je pense que c'est fait au niveau clavier-souris. Maintenant, il y a d'autres départements, audio, vidéo, chez Logitech, gaming, qui se fait aussi, mais c'est des gens que je n'ai pas l'occasion de rencontrer, qui sont plus aux États-Unis. Donc c'est plus difficile à ce niveau-là, oui. Comment est-ce que Logitech mesure les bénéfices de l'utilisabilité? Enfin, ce que je m'explique peut-être un peu différemment. Bien entendu qu'on sait que ça a un impact immédiat sur l'efficacité et aussi sur la satisfaction de l'utilisateur. Est-ce que Logitech est en mesure d'évaluer les bénéfices financiers, enfin tangibles de telles opérations? Oui et non. La question qu'on pourrait en effet poser, si tu me permets, Pascal, de la traduire, c'est si on enlève l'aspect usability dans un projet, est-ce qu'on vendrait moins de produits? Est-ce qu'on gagnerait moins d'argent? C'est la question qu'il faut se poser. Je pense qu'il y a deux aspects à considérer. Il y a l'aspect bénéfice financier, puis il y a l'aspect brand, qu'on dit chez nous, marque. Et même si quelque part ça ne rajoutera pas, ça ne va pas augmenter le bénéfice, il y a un aspect de qualité qui est très très important. Mais les deux sont liés. À quel niveau, c'est toujours difficile. Alors, on a un indice chez nous qui nous permet aussi de voir si l'apport usability a marché. C'est ce qu'on appelle les retours du technical support, donc de la hotline. Donc les gens qui ont téléphoné, écrit à notre hotline parce qu'ils ont eu des problèmes. Et c'est là qu'on peut voir, avec les années, si ce pourcentage d'appels a augmenté ou a descendu depuis, avec l'évolution des claviers. Donc, comme je disais au début, il y a un aspect très important auquel je m'attache dans nos desktops, c'est le out of the box, l'installation du produit. On pourrait croire que c'est facile d'installer un clavier et une souris, mais pour certains produits haut de gamme qui sont de technologie Bluetooth, qui sont composés d'un clavier, d'une souris, mais aussi d'un pavé numérique détachable avec un petit récepteur et tout ça avec un logiciel, c'est un peu plus complexe. Et certaines personnes ne pourraient pas comprendre cette installation et se plaindre à la hotline. Mais c'est là qu'on peut voir si le travail que j'ai effectué sur le out of the box, le guide d'installation, est effectif ou pas. Et comment est-ce que tu vois dans les prochains mois ou les prochaines années l'avenir de ton rôle, enfin en tout cas de cette fonction au sein de Logitech? Je le vois de manière très positive. Je pense que c'est un rôle qui devient essentiel, notamment pour les claviers, l'aspect confort. On sait, grâce aux Américains, que 60% des arrêts de travail sont liés aux problèmes d'ergonomie du lieu de travail. Donc un mauvais clavier, une mauvaise chaise, un écran mal placé, par exemple. Et bien sûr, le clavier, la souris dans le monde du travail, ça prend une part importante, qu'il est plus difficile de calculer. Donc on sait que l'aspect ergonomique des claviers est de plus en plus importante, que nos clients sont demandeurs de ça. Donc le rôle que j'ai de comprendre comment améliorer l'ergonomie d'un clavier est essentiel pour l'avenir et de plus en plus. Nos concurrents
principaux sont Microsoft, et c'est leur cheval de bataille, l'ergonomie. Donc on s'y attache aussi. Maintenant, dans l'avenir, je vois bien sûr un groupe de usability specialists. On parlait plutôt, Pascal, de l'analogie avec le design industriel, qui il y a 30 ans était une discipline mal connue, que peu d'industriels utilisaient. Et maintenant, qui sortirait sur le marché un produit sans passer par une agence qui l'aura dessiné? Moi, je pense que d'ici 10 ans, peut-être que c'est trop loin, mais d'ici 10 ans, tous les produits industriels que l'on trouve sur le marché seront passés entre les mains d'un ergonome, d'un usability spécialiste. Ça, c'est sûr. Je pense que c'est une discipline qui va se séparer, ou qui est même déjà maintenant séparée du design industriel ou du design de manière générale. Toute autre question à ce sujet maintenant. Le 3 novembre, comme tu sais, c'est la première journée mondiale de l'utilisabilité qui est lancée par l'association américaine UPA, mais enfin qui a des antennes un peu partout dans le monde, et notamment en Suisse. Qu'est-ce que tu attends, toi, ou qu'est-ce que tu attendrais, toi, de cette journée en tant que professionnel de l'utilisabilité? Je dirais que je m'attends à ce que les industries de services, de produits, prennent conscience de ce métier-là et de la nécessité de l'inclure dans la conception des produits. Donc une sorte d'évangélisation dont tu parlais plus tôt, d'un métier qui est mal connu, et que cette journée-là permette à ces dirigeants-là de faire connaître ce métier-là et cette activité et ses bénéfices dans la qualité d'un produit. Et puis pour terminer, est-ce que tu aurais un bon exemple peut-être de produit utilisable pour toi? Alors j'ai bien sûr un exemple qui me vient de suite à l'esprit, qui est très connu, qui est celui de l'iPod, mais que j'aime bien détailler parce que l'iPod, c'est pas simplement un objet. L'iPod, comme Steve Jobs, le dirigeant d'Apple, l'explique, c'est une expérience qui comprend un objet, qui est donc le produit iPod blanc pour le moment qu'on connaît, mais qui comprend aussi un software, une application, iTunes, qui est leader dans son domaine, qui comprend aussi une interface de software embarqué, LCD, très bien faite. Et donc, je prends cet exemple parce que c'est un produit qui est relativement complexe, mais qui inclut plusieurs expériences au niveau donc objet, hardware, au niveau visuel, interface, au niveau software avec iTunes, au niveau aussi site web. Donc ça, c'est vraiment un produit qui a été très très bien designé, très bien étudié. Bon, on connaît le succès, hein, c'est des 20 ou plus millions d'exemplaires vendus. Et j'aime bien parler de l'iPod parce que je travaille aussi sur des projets chez Logitech, comme un clavier qu'on sort bientôt, qui consiste en un objet physique, un clavier avec un petit écran LCD, mais aussi un logiciel à utiliser. Et les trois ne fonctionnent pas si on les met pas ensemble. Je terminerai en citant une remarque d'un de mes gourous qui disait si on veut faire un excellent produit au niveau usability, il faut faire travailler des ergonomes, des usability spécialistes dessus. Mais si on veut faire non pas un excellent produit, mais une sorte de révolution comme est l'iPod, eh bien, il faut aller beaucoup plus loin que simplement un travail d'ergonomie. Il faut prendre un énorme risque qui pourrait se terminer par un fiasco ou pas. Mais je pense que c'est un peu l'histoire de l'iPod qui, au début, aurait pu ne pas marcher du tout. Merci beaucoup, Sylvain. Merci à toi, Pascal.